rentrée scolaire du 4 septembre 2023, la sécurité sera assurée, titre Cameroun Tribune. Selon le journal, assurance a été donnée cette semaine au cours d'une réunion spéciale présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Et tandis que pointe à l'horizon la reprise des classes dans le primaire et le secondaire, le jour s'inquiète de la cherté de la vie qui touche les parents, particulièrement les déplacés de la crise anglophone, en quête de moyens pour faire face aux contraintes. Le quotidien national bilingue, dans l'édition de lundi, remet aussi en surface l'épineux problème de la corruption en milieu scolaire. C'est le mauvais élève à exclure, estime le tabloïd, au moment où la CONAC lance une campagne de sensibilisation contre cette mauvaise pratique dans les 10 régions du pays. À Fumbat, dans la région de l'Ouest, c'est un drame qui fait les choux gras de la presse. En l'occurrence, le décès d'une femme charcutée à mort par un faux chirurgien relève Popoli, alors que Mutation évoque une chirurgie fatale qui a coûté la vie à une victime. Les détails des faits, à l'origine du décès de Victoire Kamdem, 29 ans, sont également à retrouver dans les colonnes d'Éco-Santé. Dans le journal dirigé par Georges Alain Boyomo, on a aussi prêté une oreille attentive aux cris de détresse des directeurs de publication de la presse anglophone. Victimes des conséquences de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ces patrons de médias, notent Le Jour et Le Messager, sollicitent un fonds spécial pour relancer leurs activités. L'autre complainte dans les journaux cette semaine est celle des étudiants camerounais au Rwanda qui subissent d'après Le Messager une injustice. Injustice pour 400 Camerounais menacés de voir leur dossier de candidature rejeté à l'examen d'entrée en stage d'avocat. Dans la détresse, ils saisissent, précise Le Messager, le barreau du Cameroun pour médiation. Pas de médiation par contre pour l'équipe kenyane de volley-ball dames qui vient, rapporte Le Jour et Cameroun Tribune, de remporter la finale du championnat d'Afrique 2023. Le Kenya, sur le toit du continent, tient donc son 10e trophée, pendant que les Lions indomptables se contentent de la 3e place du podium et donc de la médaille de bronze. Fin de scène pour la revue de presse. Place au débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et après cette revue de presse que vient de nous proposer Laetitia Onana, nous nous retrouvons ici à Kribi où nous produisons cette émission. Il faut dire que l'aménagement des routes de désenclavement de la zone industrielle et portuaire à Kribi, comprenant notamment les travaux routiers, les activités socio-économiques, les mesures connexes de facilitation de la mobilité et de sécurisation du trafic, le transit dans les localités, tout cela va aider à changer le visage de la ville de Kribi, le chef-lieu du département de l'Océan. La zone d'influence directe du projet d'aménagement de Kribi comprend, entre autres, les régions du sud et du littoral du Cameroun, sans oublier certaines régions des pays limitrophes au Cameroun, notamment le Gabon, le Congo, la République centrafricaine et le Tchad. L'importance de cette zone d'influence se justifie par son ouverture sur Douala, qui est un pôle de développement économique. Mais Kribi doit faire face à une difficulté, celle de l'accès à la terre. Scène de presse dans cette production délocalisée ouvre donc le débat autour de cette question en donnant la parole à, premièrement, c'est Sa Majesté Roger Mekoundé. Bonsoir. 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 Vous êtes chef d'Afan Mabé, c'est bien sûr à Kribi. Oui, à Kribi 2e. Je suis chef traditionnel 3e degré d'Afan Mabé à Kribi 2e. Merci de répondre à notre invitation. En face de vous, Robert Olivier Epois. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'honorer cette invitation. Vous êtes chef traditionnel, en même temps maire de Campo. Oui, tout à fait. Je suis le chef de groupement Yassa et le maire de la commune de Campo. Alors, la question foncière chez vous, ça se passe bien? Vous n'êtes pas sans ignorer ce qui se passe en ce moment avec l'annulation des titres fonciers. Donc, je crois que c'est un problème qui touche un peu tout le monde dans la sous-région et on ferait bien d'en parler aujourd'hui. Merci d'être là, monsieur le maire. À côté de vous, Bruce Maëlette du PCRN, c'est le Parti camerounais pour la réconciliation nationale.
Bonsoir Bruce. Bonsoir, bonsoir au panel et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Je boucle cette présentation par Paul Aristide Yemba. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chiverin. Bonsoir à tout le panel et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Nous rappelons que Paul Maël est journaliste, directeur de publication d'Océan News. C'est un journal en ligne. Ça se passe bien ici à Kribi? Oui, c'est un Vous journal avez la en connexion tous ligne. les jours? Si, nous avons la connexion tous les jours et ça se passe bien. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui prenez la peine de nous regarder chaque soir, chaque dimanche soir pour cette émission. Merci de répondre une fois de plus à notre invitation, l'invitation de scène de Price. On se souvient que dans son adresse du 31 décembre 2022, le chef de l'État avait annoncé le démarrage effectif d'au moins 2 projets importants, des projets à forte valeur ajoutée, des projets miniers dans le pays, dont celui de fer dans la Lobé. Une étape décisive a déjà été franchie dans la réalisation de ces différents projets avec la signature des conventions minières y afférentes et l'octroi de permis d'exploitation aux entreprises adjudicataires. Le 10 juillet 2023, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, a notifié le délégué départemental de l'Océan, c'est son délégué, dans le projet de... Le ministre écrit, et je le cite, à votre rapport d'enquête relative dans les éléments probants et de vous faire connaître que par arrêté signé ce jour, les titres fonciers irrégulièrement établis dans la zone impactée par le projet d'exploitation industrielle du fer de Lobé. Et dans ce même élan, le ministre des Domaines annonce que les procédures d'immatriculation directe sollicitées sur le même site en violation des dispositions réglementaires sont définitivement suspendues, de même que l'ensemble des dossiers techniques et relatifs qui sont frappés de nullité. En analyse, on a bien le sentiment, et ça se passe à Campo, on a bien le sentiment que c'est l'aboutissement heureux d'une affaire qui a permis au gouvernement de s'éloigner un tout petit peu d'une question qui allait gêner par la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, monsieur le maire? Merci déjà de me donner l'opportunité d'en parler parce que vous savez, faire un point de presse lorsqu'il y a des problèmes de ce genre dans notre sous-région, avec tout ce que cela comporte, c'est souvent un peu gênant pour ceux qui sont impliqués dans le problème. Mais n'empêche que j'ai une obligation en tant que maire de Campo et chef traditionnel du groupement Yassa. J'ai quand même le devoir d'informer les populations de Campo et même au niveau national pour que chacun comprenne pourquoi il y a eu cette annulation de 127 titres fonciers. Alors, ce que je vais dire déjà dans un premier temps, c'est quoi? C'est que vous savez, il y a une société chinoise qui est venue s'installer au Cameroun et qui a demandé à exploiter les mines de fer. Donc, dans une zone qu'on appelle les Monts Mamelles. Les Monts Mamelles se trouvent dans le village Eboudje, qui est un village de la commune de Campo. Alors, l'exploitation minière va s'étaler sur un site à 85% de Campo et 15% pour Kribi 1er, donc l'Olabé. Mais seulement, avant peut-être que le chef de l'État ne signe le permis d'exploitation, il s'est d'abord assuré que les populations de Campo ont bien adhéré au projet, sont d'accord avec l'implantation de cette mine, de cette exploitation de mine à Campo. Mais à notre grande surprise, c'est que quand il fallait parler d'indemnisation, il y a toute une grosse liste qui est sortie, avec des populations qui venaient pour certains, je veux dire dans une commune aussi de l'océan, et des personnes qui n'ont rien à voir avec la sous-région. C'était d'autres Camerounais. Alors 127 titres fonciers qui devaient être indemnisés à hauteur de 7 milliards 100 millions à peu près. Évidemment, les populations se sont soulevées et puis elles se sont dit il y a quelque chose qui ne va pas. Elles sont donc venues me voir en tant que chef de groupement et maire de Campo, m'ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et nous avons opté pour une procédure, c'est celle d'écrire au chef
au président de la République, parce que nous avons suivi il y a encore quelques temps qu'il s'était impliqué personnellement justement dans la remise de certains droits aux populations qui avaient été spoliées. Alors nous nous sommes dit, mais pourquoi pas nous aussi? Nous allons aussi faire notre requête et nous l'avons faite. Et voilà pourquoi est-ce que je veux dire, ce dénouement heureux est arrivé à point nommé avant peut-être que la distribution de cette manne ne soit faite. Alors Bruce, c'était un ouf de soulagement pour les populations ici. Comment vous vivez cette annonce, cette décision du ministre des Domaines? Bien, disons que la décision est vécue forcément différemment en fonction des acteurs, ceux qui ont été, disons... le cas du processus. Oui, comprendre que de leur côté, les choses ne se sont pas bien passées. On peut estimer d'un autre point de vue que justice a été rendue, parce qu'effectivement, il y avait un problème de territorialité. Du moins, c'est ce qui a été mis en avant. Il y avait un problème de territorialité sur ceux qui avaient des prétentions sur les titres fonciers qui ont été annulés. Bon, nous, en tant que politiques, nous observons cela. Nous relevons les manquements parce que de notre point de vue, jamais, au grand jamais, on aurait dû en arriver là. C'est toujours dommage que les titres fonciers soient annulés. Ça implique de fait qu'il y a eu des irrégularités à plusieurs niveaux. Donc, et vous trouvez ces irrégularités à quel niveau, par exemple? Ah, mais c'est dans toute la chaîne de délivrance du titre foncier. C'est dans toute la chaîne. Ça part de la chefferie traditionnelle qui fait partie de la descente consultative. L'administration cadastrale, la sous-préfectorale, et ainsi de suite. Donc, pour qu'on en arrive à radier des titres fonciers comme ça, là, le premier constat et la première évidence, c'est qu'il y a eu des manquements ou des irrégularités dans le processus de délivrance de ces titres fonciers, ce que nous estimons quand même dommage. Et vous l'avez dit dans votre entame, Kribi aujourd'hui, et considérons que Campo, c'est la périphérie de Kribi, parce que dans la projection future de ce que Kribi deviendra, Campo Kribi, une fois que la route est goudronnée, je parle sous le contrôle du maire, ben, ce sera à quelques minutes. Donc ce sont des terres qui suscitent énormément de convoitises. Et nous, on aurait souhaité, notamment au PCRN, on aurait souhaité que l'État protège. Que l'État protège. Que l'État protège les collectivités villageoises, que l'État protège les citoyens. C'est pas avec le projet du fer. Depuis le port, déjà, la construction du port en eau profonde de Kribi, on savait déjà, il me souvient qu'en 2009-2010, le ministre Moutazé, à l'époque, il était président du comité de pilotage, nous avait annoncé déjà que la ville changerait, qu'il y aurait un flux de personnes. Donc, ce sont des éléments qu'on avait. Bon, malheureusement, on se rend compte qu'on n'a pas su anticiper alors qu'on avait l'information pour aujourd'hui se trouver dans des situations où nous sommes assaillis de toutes parts. Malheureusement, il n'y a pas eu un réflexe de sauvegarde, notamment des espaces fonciers. Et on est dans un environnement donc où c'est acquis mieux. Des gens viennent avec des propositions difficilement écartables. Et vous avez ce sentiment que vous êtes, vous et vos communautés, vous êtes abandonnés à vous-même, vous ne sentez pas la présence de l'État qui protège vos terres? Bon, merci déjà de m'avoir donné la parole. Je pense que la protection des terres, il va d'abord des populations elles-mêmes qu'il faut protéger ces terres. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que au niveau de l'obtention des titres fonciers, il y a des gens qui sont censés connaître les projets qui seront implémentés quelque part. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout de suite chercher à immatriculer des terres. Bon, M. Brice a parlé tout à l'heure des chefs traditionnels. Il est vrai que la chefferie traditionnelle est impliquée dans l'immatriculation des terres. Mais il s'avérerait aussi que certains véreux, si je peux utiliser le terme, dribblent les chefs traditionnels, font composer des dossiers d'immatriculation foncière en passant par les structures appelées à le faire. Et maintenant, quand le ministre constate effectivement qu'il y a eu des titres fonciers qui n'ont pas suivi la procédure régulière, il les annule. Ce n'est pas facile de jeter l'opprobre sur les autres. C'est quand même les communautés, c'est les populations de vos villages qui mènent les transactions avec ceux qui viennent s'approprier vos terres. Est-ce que c'est pas ça? En fait, toutes les parties sont complices.
toutes les parties sont complices. Pourquoi? Parce qu'il y a certains chefs traditionnels qui s'adonnent à ce genre de jeu. Parce qu'on ne peut pas immatriculer des terres où il n'y a pas de mise en valeur. On ne peut pas immatriculer le sommet d'une montagne. Je ne sais pas si quelqu'un a eu une plantation dans la zone de Campo, sur les monts Mamel. Je dis non. Alors, si maintenant on introduit une demande d'immatriculation sans mise en valeur, je ne suis pas sûr, vraiment je ne suis pas sûr que le chef soit informé de l'obtention de ce titre foncier-là. Paul Aristide, est-ce qu'on est au bout de la chaîne à travers ce dénouement que nous pouvons qualifier d'heureux, hein, le cas de Campo, tel que ça vient d'être expliqué? Il faut dire que c'est un véritable dénouement heureux parce que nous avons un précédent ici avec le port autonome de Kribi. Lorsqu'il y a des projets structurants, des grands projets structurants, il y a toujours ces grincements dedans au niveau foncier. Les populations sont souvent abusées. Et il faut le dire qu'elles sont abusées par une catégorie de personnes qu'on appelle ici les financiers. Parce que lorsqu'il y a des projets comme ceux de Campo, notamment le projet minier, les appétits s'aiguisent. Et il y a des personnes autour de ces populations riveraines qui apportent des moyens colossaux. Parce que vous ne pouvez pas établir un titre foncier si vous n'avez pas de moyens. Donc, ces personnes qu'on appelle, entre guillemets, des financiers, arrivent et proposent leurs services à ces riverains qui, au demeurant, acceptent ces propositions. Sauf que parfois, les déclarations sont fausses. Et Bruce l'a relevé tout à l'heure, les responsabilités sont partagées. De la chefferie des riverains, la chefferie à l'administration elle-même. Parce que lorsque le ministre annule un titre foncier, cela veut dire que la réglementation n'a pas été respectée. La loi de 1974 est claire sur les immatriculations directes. L'ordonnance précise que pour qu'il y ait une immatriculation directe, il faudrait qu'il y ait une mise en valeur. Nous avons fait une descente, nous les journalistes, lorsque le ministre par intérim des Mines était là. Nous sommes allés jusqu'au Mont Mamel, nous n'avons vu aucune mise en valeur. Mais comment est-ce possible qu'il n'y ait pas de mise en valeur, mais qu'il y ait des commissions consultatives qui rendent des PV et disent le contraire de ce que nous avons vu? Donc le ministre a pris des dispositions. Il faut préciser que c'est a priori que le ministre a agi, parce que si c'était a posteriori, on aurait engagé des poursuites pénales, parce que vous savez qu'aujourd'hui à Kribi, il y a des administrateurs civils qui sont en prison suite aux malversations foncières et qui sont dus à ces pratiques peu orthodoxes là où tout le monde est mêlé dans ça. Donc, le ministre a agi dans une logique préventive. Et vous verrez que toutes les autres... ceux qui tenteront encore de le faire. Évidemment, toutes les autres procédures qui tournent autour sont annulées. Elles sont annulées. Donc, c'est la situation... Mais, monsieur le maire, est-ce que ce n'est pas un arrêt? Un arrêt, un simple arrêt, c'est un long parcours. On s'arrête un peu. Est-ce que le problème ne va pas revenir tel que c'est parti? Ben, vous savez, lorsqu'on prend ce genre de décision au niveau gouvernemental, je crois qu'il y a quand même une équipe des commissions qui siègent, des commissions qui vont sur le terrain, qui étudient les dossiers. Et je crois que le problème ne se posera plus à notre niveau, nous. Moi, le maire, j'ai fait ce que je devais faire. C'est-à-dire amener les responsables de politique du pays, de se rendre compte de ce qui se passe et de vite arrêter ça. Alors on espère que s'il y en a qui pensent qu'ils doivent continuer malgré ce genre de décision, bon, ben ça c'est un autre problème, ça ne concerne que... Je disais tout à l'heure qu'il faut veiller. Il faut veiller à la propriété foncière, et ça c'est le travail des communautés locales. Il faut veiller, mais il faut veiller comment? Ben vous savez, je vais retrouver un peu Brice dans ce qu'il disait tantôt. Vous savez, il n'y a pas que ceux qu'on a cités tantôt aussi qui sont responsables, même les populations aussi, hein, parce qu'il y a des gens chez nous qui vont chercher des éventuels acheteurs de terrain. Et ces gens-là ont été floués, parce qu'il y a peut-être des titres fonciers, ces personnes-là ont eu à payer des titres fonciers par une voie normale, avec la complicité des populations de Campo et avec bon, le chef un peu, parce que le premier document qui sort quand même hein, pour entamer une procédure, c'est d'abord le chef de 3e degré en ce qui concerne notre commune de Campo. Donc vous voyez qu'il y a une complicité qui est là et qu'il va falloir dénoncer à chaque fois. Donc il faudrait qu'on soit vigilant désormais pour que ce genre de choses ne se répète plus. Parce qu'on a beau dire, mais les responsabilités sont vraiment partagées.
il y a une piste de solution qui a été proposée notamment par l'honorable président Cabral Libi. Dans les deux possibilités d'obtenir un titre foncier, donc un titre de propriété, il y a l'immatriculation directe et il y a l'immatriculation par concession. Nous estimons que privilégier, notamment à partir d'un certain nombre de surfaces, les concessions, ce serait déjà une manière de protéger beaucoup plus les collectivités locales. Parce que quand vous donnez à un individu ou à un groupe d'individus un titre de propriété sur une superficie de 50-60 hectares, alors qu'il n'y a pas de projet initial dessus, on a envie de se poser la question, mais n'encouragez-vous pas donc ces financiers-là, parce que c'est une façon simple et claire de les encourager. Si il est juste démontré que bon, c'est telle collectivité qui occupe cet espace depuis tel nombre d'années, ils ont trouvé les moyens pour financer, vous leur donnez... Non, je pense que premièrement, et nous on travaille là-dessus, on a fait ces propositions-là, il faut mettre à disposition la gratuité du titre foncier. Tout au moins, chez les populations autochtones. C'est ce Cameroun qui protège. Ça, là. c'est une proposition à long terme. Oui, mais on fait des propositions. Il faut passer par une série de réformes pour y arriver. Mais bien entendu, mais déjà il faut que ces propositions arrivent et que ces propositions soient écoutées et que les populations y voient de la pertinence. C'est ça le plus important. Parce que c'est quand les populations voient de la pertinence dans une initiative que ces populations-là peuvent pousser et demander aux élus de poser ce problème. Parce que vous imaginez, dans 20 ans, 30 ans, le problème des espaces fonciers va être compliqué au Cameroun, notamment dans des villes comme Kribi. Donc nous pensons qu'il faut protéger. Il faut protéger et le problème des immatriculations directes, on s'en est rendu compte, c'est fatal. On peut en amont se protéger, les communautés locales peuvent se protéger. Je ne suis pas sûr que les communautés locales peuvent se protéger. Pourquoi? Parce que nous allons beau dire, le villageois qui cultive ses terres ne peut pas facilement se lever et aller demander l'immatriculation des terres où il n'a pas fait de mise en valeur. Nous avons dit tout à l'heure que les communautés occupent des espaces. Et ces espaces, où ils n'ont pas fait de plantations, mais ces espaces ont servi à la chasse, par exemple, à la cueillette. Moi, je pense que ces populations qui maîtrisent déjà ces arcanes forestières peuvent déjà protéger ces forêts à partir de là. Ils sont en train de faire, par exemple, la chasse, la cueillette et même la pêche. Il y a les rivières dans lesquelles les femmes font la pêche. Alors, si on va donc, comme a dit Bruce tout à l'heure, libéraliser le titre foncier, si on peut le dire, que ce soit gratuit. Non, mais le financier même va s'infiltrer dans cette gratuité-là pour dire que, bon, voilà, vous avez 60 hectares à immatriculer, je m'infiltre, mais au finish, le villageois qui est à côté, qui n'a même pas 1 hectare de terrain, et le financier qui vient, parce que lui, il prend les 40% des terres. Mais ces 40%, ce n'est pas à lui seul. Il va les partager avec ceux qui sont dans l'administration. Ils vont se les partager. Chacun aura sa parcelle de terre là-dedans. Alors qu'au village, le citoyen du village n'a même pas 2000 mètres carrés de terrain. Donc c'est complexe. Moi je pense que ce problème des terres est complexe. Parce que là-dedans, vous allez même trouver les structures techniques comme les géomètres. Et nous disons que au jour d'aujourd'hui, quand ils viennent immatriculer les terres, ils ne viennent plus avec les bornes. Non, ils ne viennent plus avec les bornes. Ils viennent, ils s'enfoncent dans la forêt, ils vont spécifier, il y a 40 hectares, mais le jour qu'ils viennent placer les bornes, le chef n'est même plus impliqué, il n'est plus informé, ils vont placer les bornes qui vont se retrouver à 100 hectares. Demain, quand on va dénoncer, on va dire, mais n'est-ce pas, le chef a signé sur le procès verbal? C'est là. Donc moi, je pense qu'il faudrait que les gens soient vigilants, que toutes les parties soient vigilantes dans ce problème de titre foncier. Oui, mais dans le cas
qui nous concerne actuellement, hein, des 127 titres fonciers annulés, il faut déjà dire que c'est un site sacré pour les populations de Kampo. Donc par définition, un site sacré, on ne vient pas y faire des plantations, ça c'est clair. Aucun Campoin ne peut dire aujourd'hui qu'il a une plantation au Mont Mamel, c'est pas possible. Et de deux, c'est un site qui se trouve, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, dans la commune de Kampo. Les dossiers ont été signés par un sous-préfet qui n'est pas de l'arrondissement de Kampo. Ça aussi, c'est un argument valable pour annuler déjà les titres fonciers. Donc, c'était le sous-préfet de la Lokundje. Vous comprenez qu'il y a un problème. Chaque sous-préfet a ses délimitations territoriales. Il sait où est-ce qu'il doit aller et où il ne doit pas aller. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas comprendre que les titres fonciers aient été, je veux dire, signés par les autorités compétentes. Donc, les administratifs qui sont à la chaîne, qui commencent, qui sont là dans les commissions, vous allez constater que les maires ne sont pas dans les commissions. Hein. Aucun maire. Hein. À un moment donné, on avait parlé de les mettre, mais ça a été un problème au niveau de Yaoundé, et puis on les a sortis. Donc vous comprenez que les maires qui sont pourtant censés connaître encore mieux tout ce qui se passe dans leur territoire sont écartés de cette commission. Il ne peut plus avoir financier s'il n'y a rien à financer. À partir du moment où c'est gratuit, le financier va venir chercher quoi? C'est gratuit, c'est accessible. Le financier n'intervient que parce que le coût de l'acquisition foncière n'est pas accessible aux Camerounais lambda. C'est pour ça que le financier intervient. Donc l'État qui protège, c'est l'État qui permet aux Camerounais de posséder un terrain, notamment si cet individu ou ce groupe d'individus exploite ce terrain depuis de manière séculaire ou ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas immatriculer 1000 mètres carrés à Kribi si vous ne posez pas minimum 3 millions sur la table. Je parle sous le contrôle de mes aînés. C'est pas possible. Or, le financier qui, lui, il arrive, il a plein d'argent, il veut avoir du terrain, et à travers vous, il trouve l'opportunité d'avoir le terrain pour presque rien, parce que c'est de ça qu'il est question, au final. Il trouve l'opportunité d'avoir le terrain pour presque rien, vous vous mettez devant en tant qu'autochtone, et lui, il finance l'opération. Au sortir de là, vous vous partagez les terres, il prend un pourcentage. Mais ça, c'est parce que la procédure est coûteuse. Mais pourquoi cet amour soudain pour Kampo aujourd'hui? Le plan est savamment monté. Les gens vont à Kampo parce que après, il y a une déclaration d'utilité publique des Monts Mamel qui va générer de l'indemnisation. Et monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, c'est plus de 5 milliards de francs CFA. Et 7 milliards de francs CFA, merci. Et les 7 milliards de francs CFA, si les titres fonciers ne sont pas annulés, et après la commission d'évaluation des biens, ces titres fonciers sont pris en compte et ces personnes sont payées. Donc, en réalité, ceux qui ont fait les titres fonciers dans les Monts Mamel visaient cet argent de l'État que l'État devait mettre à la disposition des populations pour les indemnisations. D'où les grincements de dents que vous observez ça et là. Et je rappelle encore qu'il y a eu un précédent dans ce genre de procédé. Par le passé, il y a eu des montants arrêtés pour les indemnisations et après, on s'est rendu compte que même dans l'indemnisation, il y a eu encore des pratiques peu orthodoxes qui se sont produites. En réalité, lorsque la commission est descendue, autant pour moi, sont faux parce que on voit la commission à agriculture par exemple qui descend, voit 10 plantes et après on vous déclare dans un PV 25 plantes et on vous dit quand on va vous verser l'argent de 25 plantes, vous allez prendre les 10 plantes et nous prendrons les rétro-commissions de 15 plantes. Voilà effectivement comment ça se passe sur le terrain. Par la suite, les financiers qui viennent donner de l'argent aux populations, les populations sont vulnérables. Elles n'ont rien. Elles acceptent toutes les propositions qui viennent. Du fait de la pauvreté. Du fait de la pauvreté. Et à cause de cette pauvreté, les populations vont prendre ce qu'on leur donne, on appelle communément le pourcentage. Et qu'est-ce qui se passe après? L'administration elle-même est complice de ce genre de pratique. Lorsqu'on veut procéder à une immatriculation directe,
on fait une demande à la sous-préfecture territorialement compétente. Mais comment vous pouvez donc établir un titre foncier sur les monts Mamel et vous traversez le fleuve Lobé? Et qu'une commission ait fait un PV et validé ce PV. Donc vous voyez que même l'administration est complice de ces mauvaises pratiques et le ministre a clairement rétabli les populations dans leurs droits. Oui, mais je voulais ajouter autre chose, hein, parce que c'est vrai, le PV en question, hein, quand vous le parcourez, le PV dit ceci, c'est le PV, c'est le président de la commission, c'était le préfet. Il dit, les monts Mamel, c'est une forêt primaire, aucune mise en valeur. Et que, il demande que les autorités compétentes voient, parce qu'il y a eu des irrégularités. Oui, il l'a bien dit, ce sont des arguments qui pouvaient aider le ministre à annuler ces titres fonciers. Le PV signé, présidé, enfin la commission présidée par le préfet. C'est clair, il le dit. Mais seulement on ne comprend pas qu'après, on parle encore d'indemnisation alors que ce PV devait suffire pour qu'on ne parle plus d'indemnisation. Heureusement Voilà que le ministre... La population de l'océan vit au quotidien l'inégal accès à la propriété foncière. Les litiges fonciers sont nombreux. Les dénonciations se font aussi entendre. Kribi est à la une de l'actualité en raison effectivement de l'annulation des 127 titres fonciers sur le site du projet de l'Obé-Kribi, projet d'exploitation de fer. Mais avant d'arriver à cela, je voudrais rappeler, c'est effectivement, en raison des grands projets structurants que le président de la République a mis en place à Kribi, notamment le port autonome de Kribi, le complexe industriel portuaire et toutes les activités connexes, il y a eu une ruée vers le foncier dans la ville de Kribi. Au-delà de son caractère de ville touristique, Kribi a acquis la notoriété d'être une ville économique, industrielle. Et vous pouvez donc imaginer, cela donc amène tout le monde à venir à Kribi chercher du terrain. Malheureusement, dans cette course vers l'acquisition des terres, nous assistons aussi à beaucoup de dérapages sur le plan des procédures foncières et domaniales. Et je pense donc que ce sont ces dérives qui ont été commises et qui ont été sanctionnées par le ministre en charge des domaines. Et conformément aux instructions de la haute hiérarchie, nous nous attelons à veiller à ce que cela soit rectifié à travers les commissions consultatives, dont les sous-préfets sont les présidents, mais aussi à travers nos chefs de village qui sont membres de ces commissions consultatives. Nous continuons la sensibilisation, mais également nous mettons en place aussi un dispositif de sanctions à l'égard des auteurs d'actes de fraude foncière ou domaniale. Dans les colonnes du journal Jeune Afrique du 22 octobre 2022, pour la ville de Kribi, précisément, le maire Guy Emmanuel Sabikanda annonce que sa population prépare un collectif pour remettre tout cela en question, parce que le problème se pose aussi à Kribi, et remédier à cette situation. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait une mobilisation particulière des populations, des natifs de ce département, pour sortir de cette question qui n'est pas tout à fait évacuée? Nous avons des représentants, que ce soit au niveau des assemblées à Yaoundé, hein, nous avons des députés, nous avons des sénateurs. Mais moi j'aurais encore pensé que j'aurais voulu que ces élus-là soient en première ligne dans cette affaire. Vous ne les ressentez pas jusque-là? On ne les ressent pas, ça je le dis. Et puis j'ai eu à le ressentir encore dernièrement à la Lokoundje. Lorsque j'ai écouté les propos, c'était pathétique, ça je vous le dis. Pour moi c'était pathétique et je me dis que quelque part il faudrait que nos représentants nous représentent sérieusement. Je voulais préciser que l'idée du maire n'est pas mauvaise. Mais il faut rappeler que le droit de propriété précise que lorsque vous êtes titulaire ou détenteur d'un titre de propriété, vous avez le droit d'en user, d'en abuser et d'en aliéner. Donc, si vous avez un titre foncier que vous avez acquis par voie d'immatriculation directe ou par concession, pourquoi est-ce que cela devrait être attaqué? Mais l'annulation devrait intervenir si vous n'avez pas respecté la réglementation en vigueur. Il y a des personnes qui héritent des titres, des terres ancestrales, qui décident de les mettre en valeur, de les immatriculer. S'il doit y avoir cette action collective de lutte contre
l'exploitation foncière, entre guillemets, ça va créer des problèmes. Parce qu'une famille démunie, une famille essentiellement qui vit de la chasse ou encore de la pêche, comme c'est le cas du côté des villages environnants, et qui a 2 hectares, un financier se propose de financer les procédures, le titre foncier sort, il veut vendre son terrain. Et vous venez vous opposer à la vente de ce terrain. Pourtant, il n'a que ça comme source de revenus. Je crois que vous allez vous heurter. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Il faut plutôt éduquer les masses. Il faut éduquer les populations villageoises. Éduquer les masses et sortir ces masses de la pauvreté, parce que tout ça fait partie de l'environnement de la pauvreté. Sa Majesté, vous pensez que il faut aller au cas par cas? Il faut une action collective, une action commune? Je crois que éduquer les populations, on dit souvent, ventre affamé n'a point d'oreille. Il vient de dire tout à l'heure quelque chose de très pertinent. Quelqu'un qui a vendu sa terre parce qu'il a besoin d'argent, vous ne pouvez pas lui demander de se mettre à réclamer quoi que ce soit. Il ne viendra pas avec vous. Il va se dire non. Il va même vous dire que, mon frère, vraiment, laissez-moi, j'ai vendu ma terre. Mais ce que Majesté venait de dire tout à l'heure, c'est que nos représentants ne représentent valablement pas les populations. Qu'est-ce que vous attendez de ces représentants au Parlement? Ce que nous attendons de ces représentants, c'est venir auprès des populations, s'enquérir des difficultés des populations. Mais nos représentants font à leur tête, soit parce que quelqu'un appartient à un parti politique et il n'a de compte à rendre à personne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces populations qui pensent qu'elles ont des représentants, finalement se sentent esselées, vivent, n'est-ce pas, comme des orphelins. Ils n'ont personne pour défendre leurs droits. Et ils sont, n'est-ce pas, à la merci des prédateurs fonciers. Et c'est ce que nous retrouvons au jour d'aujourd'hui. Que peuvent faire les acteurs politiques? Mais, oui, monsieur le maire. En attendant que mon ami du PCRN parle, parce que vous savez, hein, quand le président de la République a mis un cadre pour protéger les populations. Quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, je vous prends un exemple tout simplement. Je vous ai dit tantôt, les administratifs sont pour beaucoup dans ce qui se passe. À Campo, il y a un villageois qui a perdu son père. Il n'avait pas d'argent pour l'enterrer décemment. Il est allé voir le sous-préfet de l'époque. Lui dire, bon, écoute, vraiment j'ai besoin d'1 million de francs pour enterrer mon père comme il faut et tout. Il lui a dit, ben, écoute, si tu as une parcelle, tu peux vendre. Et le monsieur a vendu la parcelle. Presque 10 hectares à 1 million de francs qu'il a reçu. Alors les limites c'était quoi? Vous voyez cet arbre là, ça commence là, ça s'arrête à l'autre bout, ainsi de suite. Quand on a fait un calcul, le mètre carré est revenu à 100 francs. Alors, nous avons un rôle, nous qui sommes avertis. Nous, à qui les populations ont donné mandat, et les administratifs qui sont là, nous sommes là pour encadrer tout ce monde-là. Ce n'est pas pour les rendre encore plus pauvres qu'ils ne le sont. Alors vous voyez déjà que c'était un gros problème. J'ai dû intervenir après pour voir le monsieur qui avait acheté ces terrains et lui faire comprendre que non. Pourquoi? Parce que si ce monsieur qui a perdu son père a besoin d'un cercueil et tout, on considère qu'il est indigent. Et je crois que la structure appropriée, c'est la commune, c'est la mairie. Pourquoi est-ce que ce sous-préfet n'est pas venu vers la commune pour demander de l'aide? Mais non, il a préféré passer par ce chemin-là, vendre un terrain à vil prix, et vous voyez ce que ça fait après. Les politiques sont interpellés, les élus, les représentants, ceux qui ont eu le mandat de représentation, ils sont interpellés, les partis politiques aussi. Oui, bien sûr. Dans cette affaire, vous vous limitez aux propositions de Yaoundé ou bien de Kribi? Non, non, nous, au PCRN, notre démarche... Ou bien vous dites c'est ceux qui sont au pouvoir qui doivent le faire? Non, parce que ce serait déjà... non, c'est pas comme ça que nous voyons les choses. Il faut communiquer, il faut faire part de notre offre politique en tout temps, quelle que soit la période électorale ou pas. Mais le rôle des politiques, c'est d'accompagner les populations. Le rôle des élus,
c'est de représenter les populations. C'est pour ça qu'ils bénéficient du suffrage universel, direct ou indirect. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est depuis au moins 2007-2008 que nous savons ce qui va arriver comme projet de développement dans la ville de Kribi et ses environs. De mon point de vue, nos élus actuels ne peuvent donc pas dire qu'ils ne savaient pas. Ils auraient pu sensibiliser les populations, les préparer et exercer quand même une certaine pression, notamment au niveau des entreprises qui s'installent. Là, je parle des représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Je parle des députés. On se serait attendu à ce que les populations soient représentées, même dans la prise en compte, c'est-à-dire que dans le cahier des charges des entreprises qui s'installent, il y a des quotas qui se négocient en termes de recrutement, en termes de part de marché dans la sous-traitance. Mais on a l'impression que, en fait, ces élus se servent de leur strapontin pour irriguer ces parts de marché-là à des fins obscures et les populations s'en trouvent orphelines. À quel moment ces projets de développement-là ont suscité dans la jeunesse kribienne, une classe d'opérateurs économiques? À quel moment? Il y en a très peu. Et ceux même qui ont pu, comme on dit trivialement, trouver le bon couloir, ben c'est parce qu'ils sont soit l'ami, soit le neveu de tel. Or, nous, ce que nous souhaitons, c'est que ces projets-là, et je pense que quand le chef de l'État en a fait la publicité, l'un des points sur lequel il a insisté, c'était que ça allait permettre à la localité et aux environs de Kribi de se développer. Malheureusement, tout le monde s'est développé sauf nous. Le projet d'exploitation a une réserve de 630 millions de tonnes pour une exploitation annuelle de 10 millions de tonnes de minerais. Mais c'est un fait qui devrait être enrichi. Donc le concentré, ça de 4 millions de tonnes par an. La ville de Kribi devra accueillir, en dehors de ces projets, devra accueillir le port, le terminal minéralier, qui va permettre l'évacuation, n'est-ce pas, des différents concentrés issus des 3 mines annoncées par le chef de l'État. C'est-à-dire le concentré venant de la mine de fer de Mbalam, le concentré venant de la mine de fer de Bipindi Grands Amis et le concentré de fer venant de la mine de fer de Kribi. Pour faire ce pôle, ce terminal minéralier, donc c'est-à-dire de Kribi, une ville où les activités seront intenses. Revenant sur la descente du ministre par intérim sur le terrain, c'était l'occasion pour nous de voir quelles sont les avancées sur le terrain et quels sont les défis à relever pour que le projet puisse effectivement démarrer. Nous revenons avec un sentiment de satisfaction. La société est bel et bien installée, suivie de proximité par les administrations déconcentrées et le préfet. Et nous avons 3 composantes, la mine à ciel ouvert, l'unité d'enrichissement et puis les infrastructures devant permettre l'évacuation du concentré de fer qui sera produit. Alors, comme défi, nous avons constaté que l'emprise de la DUP était presque ou quasiment occupée par des titres fonciers et qui ont fait l'objet d'un arbitrage par la très haute hiérarchie. Nous avons aussi eu des discussions avec le port autonome de Kribi pour pouvoir assurer l'évacuation du concentré de fer avant la construction du quai dédié du terminal minéralier. Donc, tout ceci sont des paramètres qui ont fondé notre sentiment de satisfaction pour dire qu'effectivement le mot d'ordre donné par le chef de l'État est implémenté sur le terrain. Is a continuous support from the head of state, from Prime Ministry, and from the Minister of the Mines. So Sanosudu actually is trying the best, work very hard to try to meet
this instructed timetable. Actually, we are planning to do some preliminary work on site in the following months. So according to the mining convention we have committed to the state, Central will contribute the percentage from our sales revenue directly to a certain fund to help the local content, local society for this local content to match this. So basically this fund will be finally managed by the committee in the local content domain. Committee, I understand that we will consist of the local population and the state as well. So I believe this kind of arrangement will definitely fulfill the expectations of the local population. Le projet rassure 700 emplois directs, 1000 emplois, environ 1000 emplois indirects. Et pour ne parler que du recrutement des gens à compétences égales, c'est d'abord le Camerounais. Le code minier définit et s'inscrit dans la convention les quotas partant des postes de direction jusqu'au poste des ouvriers non qualifiés. Alors tout est défini et l'emploi des ressortissants camerounais est préservé. La formation, le transfert de compétences et le remplacement progressif des cadres. Parce que comme vous le savez, ça sera pour nous une première expérience minière industrielle. Alors, les cadres seront formés, il y aura transfert de technologie et au fur et à mesure, nous allons remplacer les cadres non camerounais qui ont permis le démarrage du projet. Vous êtes avec nous, nous sommes bien sûr à Kribi. Le bruit qui vous parvient, c'est bien sûr la mer qui est derrière nous. Cette édition spéciale de Scène de Presse traite de la question foncière à Kribi. Je suis d'accord, peut-être que vous ne partagez pas cette opinion avec moi. Il faut dire que Kribi va changer de visage compte tenu de l'ampleur des projets structurants ici. Mais est-ce que vous pensez à votre niveau que les terres à Kribi doivent continuer à rester comme ça, des terres vierges, sans mise en valeur, alors qu'on en a besoin pour des investissements, pour éloigner un tout petit peu la pauvreté? Mais fatalement, le développement amène le déboisement. Qu'on le veuille ou pas. Vous savez, il y a des industries qui vont s'implanter, il y a déjà le port qui est là, il y a le chemin de fer qui arrive, ainsi de suite. Il y a l'autoroute qui va partir de l'Olabé jusqu'à Campo Beach. Il y a le pont sur l'Intem qui va continuer jusqu'à Rio Campo de l'autre côté. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de sociétés qui vont s'implanter tout le long de la route et même le long de la plage, arriver jusqu'à Campo Beach. Donc c'est à nous de nous organiser. Nous devons nous organiser, mais avec les autorités. Vous savez, lorsqu'on vient par exemple à Campo aujourd'hui, vous voyez, c'est la forêt vierge. Pour le moment, c'est ça. Mais ce qui arrive là, est-ce que nous sommes suffisamment outillés, nous les Campoins, ce développement qui arrive au galop, est-ce que nous sommes suffisamment outillés? C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, j'ai attiré l'attention des autorités qu'il nous faut des élites fortes. Et qui parle des élites fortes, je crois que tout le monde sait de quoi je parle. Par ailleurs, ce sont des gens qui ont droit de citer, je lui dis, dans certaines décisions. Et nous, on n'en a pas. Et quelque part, il nous en faut parce que, vous voyez, quand on parle des projets qui arrivent, des projets projetés, mais si nous ne sommes pas au courant, ceux qui sont au courant, qui sont dans d'autres coins du Cameroun, ce sont ceux qui viennent là, immatriculer des terres, parce qu'ils sont déjà au courant de ce qui arrive. Il s'agissait de la même chose pour le port. Aujourd'hui, voilà Sinostyle. Les terres ne resteront pas vierges pour répondre à votre préoccupation, mais le problème à Kribi, ce n'est pas la terre en elle-même, c'est le processus d'acquisition de cette terre. Lorsque vous nous avez saisis pour cette émission, j'ai fait quelques recherches et vous allez vous rendre compte que du côté de la délégation départementale des domaines du cadastre et des affaires foncières, il est clairement affiché là, sur le mur, sur le babia, des constats de nullité des titres fonciers depuis 2021. Beaucoup d'annulations des titres fonciers. Le problème, c'est l'acquisition de cette terre.
L'acquisition, c'est le problème fondamental. Il y a des populations qui ont des vastes domaines, mais comment est-ce que ces populations-là deviennent détentrices ou propriétaires des titres de propriété ou des titres fonciers? C'est lorsque la pratique est mal menée que après les titres fonciers sont annulés. Qui va donc occuper ces terres le moment venu? C'est la raison pour laquelle l'État aujourd'hui profite de cette situation, mais c'est-à-dire à dessein de déclarer plusieurs forêts des domaines d'utilité publique, tout simplement parce que les gens ne savent pas ce qu'il faut faire pour être propriétaire d'un titre foncier en bonne et due forme. Je vous dis, il y a des constats de nullité de 5000 m², de 1000 m², c'est-à-dire pour immatriculer 1000 m², quelqu'un se permet quand même de passer outre la réglementation en vigueur. Aujourd'hui, les grandes entreprises qui arrivent sont obligées de saisir le port autonome de Kribi, qui est une zone industrielle, au lieu de saisir un particulier, parce que tenez-vous tranquille, vous engagez des démarches avec un particulier, il y a un risque pour vous de vous faire arnaquer. Il y a un risque pour vous de vous faire arnaquer. Les doubles ventes, les triples ventes, l'escroquerie foncière. Le marché de l'immobilier fait florès à Kribi. Beaucoup sont riches, beaucoup de jeunes opérateurs sont riches à cause de l'immobilier. Tous ne sont pas véreux. Mais tenez-vous tranquille, les mains noires qui s'y cachent sont des mains noires qui sont de l'autre côté, comme on dit généralement au quartier, ce sont les grands. Parce que ce sont ces grands qui apportent des capitaux énormes. Comment quelqu'un peut être propriétaire de 60 hectares de terre? Alors il faut continuer à garder les terres vierges? Non, Sa Majesté. on ne peut pas continuer à garder les terres vierges, puisque nous avons besoin d'un développement. Et le développement a besoin de terres. Et ces terres que nous occupons d'une manière archaïque. Parce que dans notre pays, si tu n'as pas de titre foncier, tu n'as pas de terre. Le titre foncier, c'est la carte d'identité du terrain. Et tout le monde n'a pas la possibilité d'accéder à l'obtention du titre foncier. Donc ces terres devraient être occupées soit par l'État, soit par des particuliers, mais d'une manière logique. Respecter la réglementation. Il faut respecter la réglementation en vigueur pour l'obtention des terres. C'est là où se trouve le problème. Mais comment concilier cette exigence de donner à la population le minimum vital? On est pauvre, on va avoir à manger, on va envoyer les enfants à l'école, on va aller à l'hôpital quand on est malade, on veut se soigner. Et l'exigence du développement, est-ce que les populations, vous qui êtes sur le plateau, vous avez peut-être un discours élitiste? Est-ce que vous pensez que le petit peuple écoute ce discours? Si oui, comment l'amener? Sinon, comment l'amener à l'écouter? Lorsqu'il y a une industrie qui s'installe, par exemple, dans une zone comme à Campo, je crois qu'il y a d'abord un cahier de charges qu'on met en place avec le gouvernement, avec l'État d'abord. Et après, il y a aussi des cahiers de charges avec les populations. Dans le cas de Sinustil, nous aurons à signer des cahiers de charges. Nous avons signé des cahiers de charges avec Camvert. Et dans ces cahiers de charges, qu'est-ce que ça dit? Il y a des investissements sociaux pour le développement de la commune. Il y a aussi l'embauche des jeunes. Mais seulement, il faut que ces jeunes-là soient formés. Les industriels qui viennent ne viennent pas là pour ne pas gagner de l'argent. Donc, il leur faut des professionnels. Qu'est-ce qu'on leur demande dans un premier temps? Si on n'a pas de jeunes formés dans les métiers dans lesquels ils exercent, eh bien, nous sommes obligés de leur demander de nous créer des centres de formation pour ces métiers-là. C'est ce qui a été fait et vous le trouverez dans les cahiers de charges que nous avons signés avec eux. Donc, autant de choses qui font que ces industries qui s'implantent en plein accord avec les élites, avec ceux qui gèrent la commune, vraiment nous sommes obligés de penser aux populations. Nous allons marquer un temps d'arrêt sur un fait qui marque également l'actualité. Il s'agit de la rentrée scolaire. Allons comprendre les dynamiques de cette échéance qui mobilise à la fois la presse nationale et même la communauté éducative dans son ensemble. Regardons. Les centres sont très largement achalandés. Les fournitures scolaires, les livres, mais aussi les produits d'accompagnement de la rentrée, en l'occurrence les produits alimentaires en tout genre.
et des produits de qualité. Nous avons des vivres frais, nous avons de la viande fraîche, nous avons du riz. Enfin, je trouve que c'est vraiment la foire telle qu'on souhaite la voir. La foire, dans sa définition, ça signifie tout. Et donc ici, au boulevard du 20 mai, effectivement, c'est une grande foire de rentrée qui comporte tous les produits. Et quand on voit l'affluence des parents et des consommateurs de manière globale, on se dit que sûrement l'objectif est atteint. L'objectif qui est que le gouvernement accompagne les populations, les consommateurs, les parents d'élèves. La vie est difficile en ce moment, donc tout ce qui peut être fait pour alléger, faciliter les conditions d'existence aux populations, et préparer la rentrée scolaire dans des conditions optimales, que les enfants, que chaque enfant puisse aller à l'école avec son livre, avec son cahier, etc. On le voit, je pense que on ne peut qu'être réellement satisfait. Kribi est devenu, et c'est une citation, une escale obligée pour les hommes forts du Cameroun, où il fait bon être vu. C'est un lieu de villégiature des nantis politiques, hommes et femmes d'affaires. Cela continue dans un numéro de Jeune Afrique. À la longue, la question foncière dans cette ville, vous ne pensez pas qu'elle pourrait avoir un impact négatif sur le vivre ensemble s'il est dit que cette question porte en elle-même les germes de la discrimination, les germes de la haine, les germes de la division? Est-ce que à la longue, ça ne va pas créer un autre problème? Bien évidemment, ça va créer un problème. Vous posez là une question pertinente. Lorsque nous étions après la descente, la visite de travail du ministre des Mines, il a fait une séance de travail à la salle des fêtes de la communauté urbaine de Kribi avec les chefs, et nous avons vu des chefs des différents villages à couteau tiré. Et le problème était essentiellement le problème foncier que vous avez évoqué tout à l'heure, celui des monts Mamel. Les chefs de Campo et les chefs, les régents de Mabenanga étaient à couteau tiré devant le ministre, où chacun voulait expliquer que non, la limite c'est ici, la terre appartient à tel, nous avons fait tel investissement, et là, le vivre ensemble sera bel et bien entamé. Parce que aujourd'hui, on a annulé 127 titres fonciers du côté de Mabenanga. Est-ce que vous pensez que ces populations-là sont contentes? Elles ne sont pas contentes. Comment est-ce qu'elles regardent les populations de Campo qui, elles, ont initié ce processus d'annulation? Et aujourd'hui, quand vous parcourez les tribunaux, vous verrez que près de 60% des litiges pendants devant les tribunaux sont les litiges fonciers. Et qui mettent aux prises les différentes communautés, les grandes communautés, les différentes familles, dont le vivre ensemble est clairement menacé. Et il faut que l'État ait un droit de regard, que la loi soit respectée. Et je vais revenir sur ce que M. le maire a dit tout à l'heure pour clore mon propos. Les populations riveraines, les populations villageoises ne bénéficient pas toujours des retombées des projets structurants. Et nous l'avons vu pendant la tournée. Mais vous ne pouvez pas dire ça. C'est quand même je dis pas toujours pour la communauté nationale, mais on sait quand même qu'il y a des dividendes qui sont là pour les locaux. Les dividendes ne sont pas toujours là. On a vu une contestation devant le préfet pendant une tournée. Les populations, les jeunes de l'Olabé se sont opposés en disant nous n'avons pas d'emploi, vous nous avez floué, les projets arrivent et nous ne travaillons pas. Ces jeunes ne sont pas souvent formés, ces jeunes ne sont pas éduqués, ces jeunes n'ont pas d'emploi décent. Parce qu'après, lorsque les projets ont pris corps, on voit des gens parachuter et venir occuper certains postes de responsabilité que les jeunes de la localité n'ont pas. C'est un fait, nous n'inventons rien. Nous sommes sur le terrain et nous voyons cela. Sa Majesté, est-ce que la question foncière ne rend pas difficile le travail de cohésion sociale que vous devez développer au sein de votre communauté, parce que chacun veut tirer la couverture de son côté? Bien évidemment, ce problème a toujours eu des couacs et il y en aura toujours.
Moi, je voudrais dire simplement que avant même le problème des entreprises qui viennent s'installer et offrir de l'emploi, nous avons la manière du non-respect des limites naturelles. Parce que s'il faut revenir à ça, je sais que de telle partie à telle partie, cette partie appartient à Campo. C'est connu. De telle partie à telle partie, elle appartient à Mabinanga et autres. Mais avec l'arrivée des grandes structures qui arrivent, les gens s'apprêtent tout simplement à poser le désordre. Et ceci avec l'aval de l'administration. Pourquoi? Parce que dans cette histoire de terre, nous le savons très bien, il y a des administrateurs qui se retrouvent avec des parcelles de terre. Dans cette répartition-là, nous le savons. Mais ça fait que ces administrateurs facilitent l'octroi des terres à ceux qui viennent s'installer. Maintenant, quand les entreprises viennent s'installer, moi je proposerais qu'au lieu de demander seulement de l'emploi, qu'on ait à former nos jeunes dans l'agriculture et l'élevage. Parce que ces terres que les gens prennent, nous pouvons les occuper dans l'agriculture et l'élevage. Et ça peut donner maintenant accès vers des titres fonciers. Parce que ce sera déjà une mise en valeur. Or, quand on est dans les bureaux seulement, les terres restent vierges et l'État viendra les prendre. Alors, la question foncière, ça n'entame pas, ça n'altère pas l'élan de mobilisation sociale pour beaucoup plus de paix, pour beaucoup plus de cohésion? Nous pensons sur la question foncière et même sur d'autres problèmes qui sont liés à la terre. Ce sur quoi il faut que l'on réfléchisse au Cameroun, vraiment pour la paix sociale et pour le vivre ensemble, comme on dit, c'est le principe de la zone d'influence. Nous pensons qu'il faille garantir des zones d'influence aux communautés autochtones. Zone d'influence foncière, zone d'influence économique et ainsi de suite. Mais on vous parlera du discours de discrimination. Le Cameroun appartient à tout le monde. Oui, non, c'est un fait. Mais ce n'est pas de garantir des zones d'influence aux autochtones de Kribi et pas de Kousseri. Dans chaque partie du territoire camerounais, les autochtones, c'est-à-dire que les natifs de la zone, doivent avoir la garantie par l'État d'une certaine zone d'influence. Je prends un exemple très simple. Vous avez une société qui s'implante. La zone d'influence prévoit que, qu'elle le veuille ou qu'elle ne veuille pas, cette société va être obligée à un pourcentage défini, de commun accord, cette société va être obligée de recruter ou de financer la formation. Cette société va être obligée de donner des parts de marché de sous-traitance aux populations qu'elles ont trouvées. Maintenant, le pourcentage peut être négocié. L'objectif de cette façon de faire est que les gens ne se sentent pas oppressés, les gens ne se sentent pas mis en danger par leur propre État. À partir du moment où l'État vous garantit une zone d'influence, vous savez que sur le plan foncier, quoi qu'il se passe, quel que soit le nombre de personnes qui arrivent, l'État vous garantit que pour le développement de votre communauté, il y aura toujours une zone d'influence foncière appartenant à cette communauté-là. La zone d'influence. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le problème ne se pose, enfin, ce n'est pas le cas. Parce que dans une ville comme Kribi, si on laisse faire à cette allure-là, dans 10 ans, vous pouvez arriver et puis il n'y a plus aucun autochtone qui ait plus de 1000 mètres carrés. Hein. Mais sauf que, pour répondre à votre question, derrière, ça va soulever des aigreurs. Les enfants dont les parents auront vendu le terrain, gageant leur avenir, dans quel état d'esprit seront? Surtout si cet argent n'a pas servi à former. Si cet argent n'a pas servi à structurer le développement de leur génération future, il y aura des problèmes qui seront posés. Donc, nous pensons que l'État nous devons nous battre pour que l'État garantisse une zone d'influence communautaire. Monsieur le maire,
la question du foncier est une menace pour la préservation de la paix sociale, pour le vivre ensemble? Oui et non. Oui, si les administratifs ne font pas le boulot. Non, si chacun respecte ses limites. Le chef l'a dit tantôt. À partir du moment où vous savez que vous êtes de Kribi premier, vous connaissez vos limites. Et le sous-préfet et les autres sont là pour vous le rappeler régulièrement. Quand on fait des descentes et on se rend compte que vous n'êtes plus déjà dans votre commune, mais vous risquez de provoquer un problème avec les autres. Donc vous comprenez que à ce qui concerne par exemple cette histoire de Sino Style, mais Mabenanga se trouve très loin de Campo. On ne peut pas traverser deux communes et dire que bon ben je suis encore de l'autre côté. Il n'y a jamais eu ces gens de ce côté-là. Donc c'est pour ça que les gens doivent pouvoir comprendre que quelque part, ce sont les administratifs qui doivent attirer l'attention des uns et des autres. Vous n'avez pas droit à une parcelle de terrain là-bas. Sinon, est-ce que vous avez acheté? Qui vous l'a vendu? Si ce n'est pas le cas, là, c'est une forêt vierge. L'envaille de Doumé Samedjan a été là-bas, le Yas a été là-bas. Ce sont nos zones sacrées. Il n'y a rien du tout. Voilà autant de problèmes. C'est-à-dire, si les administratifs disent aux populations qui viennent d'ailleurs que non, vos limites sont là, il n'y aura jamais de problème. Et autre chose, c'est que ce sont toujours ces mêmes administratifs qui délivrent des documents financiers aux fameux financiers qui viennent. Si un financier vient dans une zone, moi j'ai vu des gens qui ont immatriculé 1000 hectares. Vous imaginez ce que ça représente, 1000 hectares? C'est un village. Hein? Il y a des villages qui n'ont même pas 1000 hectares. Alors à partir de ce moment-là, je crois que si on respecte et les lois qui sont faites, ça je vous assure que bon, le PCRN, je ne sais pas quand ils vont arriver au pouvoir, je crois que c'est trop loin. On ne va pas attendre qu'ils arrivent au pouvoir, mais pour le moment, nous sommes en train de respecter les lois, et à partir de ces lois-là, quelque part, on peut cerner le problème et empêcher qu'on aille par-ci par-là et appliquer la paix qui est très chère à notre cher président. Moi, je pense que en parlant de la paix sociale, nous oublions un pan du problème foncier. Parce que nous faisons comme si nous sommes les seuls autochtones. Et là, ça crée aussi des problèmes. Parce que le peuple Badjeli, nous ne tenons pas compte de ce peuple. Parfois, nous demandons, nous posons la question de savoir... Il est où ce peuple-là? Il est où ce peuple? Quoi? Vous dites que le peuple... Le peuple Badjeli, oui, qu'on appelle communément les pygmées. Voilà. Beaucoup ne savent pas ce que c'est. Oui, voilà. Donc, nous pensons aux problèmes fonciers en leur refoulant des terres. On ne tient pas compte qu'ils sont là. Et nous ne leur réservons même pas de parcelles de terre. Parce que quelqu'un vient de dire tout à l'heure, bon, on va immatriculer 1000 hectares. Et là-dedans, vous trouvez des peuples Badjeli qu'on ne prend même pas compte. On va immatriculer 1000 hectares, y compris le périmètre vital. Pour les recaser où? On va les chasser. De là, ils ne seront pas contents, ils ne seront pas d'accord, et ça va créer des litiges entre le peuple Badjeli et les Bantous que nous sommes. Donc moi je crois que en exploitant les terres, nous devons penser aux sites sacrés. 1. 2. Au peuple Badjeli. Parce que c'est même le peuple Badjeli qui nous amène au niveau de la côte. Si le peuple Badjeli ne connaissait vraiment pas la côte, nous ne serions pas arrivés à la côte. Mais mettre ce peuple Badjeli derrière nos préoccupations, c'est... Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition. Il est annoncé au début de l'émission. Au bord de la... Nous avons choisi de parler pour cette édition aux enjeux du développement dans la ville de Kribi. Kribi, selon la volonté du chef de l'État, est appelé à devenir un pôle de développement de l'Afrique centrale, un pôle de développement du Cameroun. Merci de nous avoir suivis, merci à vous tous qui prenez la peine de nous regarder, chers invités.
Bonne suite des programmes sur la CRTV. d'Amérique latine et d'Afrique dans un même combat contre les mêmes trafiquants politiques, les mêmes exploiteurs économiques. Le combat meurtrier qui nous attend. Consommatrice passive et lamentable, elle se regorge de vocables fétichisés par l'Occident, comme elle le fait de son whisky et de son champagne. Dans ces salons à l'harmonie douteuse, on recherchera en vain, depuis les concepts de négritude et d'African personality, marqués maintenant par les temps, des idées vraiment neuves, issues des cerveaux de nos grands, entre guillemets, intellectuels. Le vocabulaire des idées nous viennent d'ailleurs. Nos professeurs, nos ingénieurs et nos économistes se contentent d'y adjoindre des colorants parce que les universités européennes dont ils sont les produits, ils n'ont ramené souvent que leur diplôme et le velours des adjectifs ou des superlatifs. Il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu'il n'y a pas d'écriture innocente. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination et de la créativité. Il faut, avant qu'il ne soit trop tard, car il est déjà tard, que ces élites, ces hommes de l'Afrique du tiers-monde reviennent à eux-mêmes. C'est-à-dire à leur société, à la misère dont nous avons hérité pour comprendre non seulement la bataille pour une pensée au service des masses déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement, c'est-à-dire en donnant de leur peuple une image fidèle. Quand vous faites le tour de l'espace, when you take a tour of the court of the headquarters of FESPACO, que vous rencontrez tous ces visiteurs, tous ces festivaliers qui sont en admiration, and you meet all the festival participants admiring the sculptures of Saab, then you realize that it is no ordinary art. Il faut avoir du génie pour faire le You have to be a genius to do the
recuperation work that he does, he is able to valorize waste and turn it into works of art that is highly appreciated. We are members of the same family because FESPACO is cinema. Cinema is the seventh art, so it is the sum of all art that is found in cinema. FESPACO and SAHAB have been accompanying each other over several editions of the festival, and thanks to the work of SAHAB, the court of the headquarters becomes an open-air museum where we encounter the work of the artist. We are very pleased to welcome all who have initiatives and would like to associate with FESPACO to strengthen the dimension of the Pan-African cultural space, a space for the encounter of cultures, for the promotion of African cultural identities, and finally, dialogue. I have been nicknamed the King of Salvaging because of my work searching in rubbish dumps. That's why the press call me the Emperor of Rubbish Dumps. I didn't have the chance to go to a French school. I went to a Quranic school. After that, I relocated to town, searching left and right for something to survive on. We felt the influence of Thomas Sankara that people consider dead. Meanwhile, he lives on, and who in 1984 made a call to liberate your creativity. At that time, we were making little cars with iron, used cans, and I was congratulated by the president during an exhibition at the 4th August Stadium. When he died, the project died, but it remained engraved in the memory of those who were born artists. In 1996, I said to myself, well, listen Sahab, you depend others' initiatives. Your whole life is defined by others' initiatives. You count on the choices of others to be happy. You count on others for your salary. You have to be at work whether or not you are needed. No, Sahab, you must wake up early. You must not go to bed early. According to the instruction of others, must a man be limited to that? Must we be limited to that in Africa? And I thought to myself, no, it is not possible. It is true that salary enables me to live, but it was not my source of pride because it was not my thing. My spirit was not disposed to just receiving a salary at the end of the month and spending it. My spirit sees further than that. Thomas Sankara used to say, no venture, no gain. You must dare, fight and convince. It is since then that I immersed myself into the world of art and effectively discovered that I was born an artist. So I started doing theater. It was not easy. After theater, I went into dance and it still wasn't easy. At a given moment, I said to myself, I love art. I want to live from art. I want to valorize African art. But do the other partners think as I do? Find something personal for which you are passionate, which keeps you free, which allows you to be in harmony with nature and in communion with God, your creator, to end up with something which gives value to Africa. And that's when I started working. At that time, metal waste was not being sorted out to be sent to Europe. It was disposed of as it was. So I went to rubbish dumps with empty bags. I picked up exhaust ports, chains, doors, handles, carcasses of bikes, reservoirs, bike lights, dishes, a little bit of everything. I found myself in this street after meeting with the master of artwork
Kanda Sahab. One day I went to the French Institute of Ouagadougou in 2004 and I saw that Kanda Sahab was organizing an art exhibition. He amazed me so much that I started frequenting his workshop. I started collecting waste with him and learning the trade. It is truly madness. Looking and collecting dumps of all stuff, whatever, it is truly madness. I know him since 1998. He was a family friend, particularly of my mother. He called my mother his mother. My mother was a woman whom everybody loved, even mad people. She was everybody's mother. Even though many people pointed fingers at him like he is mad, he doesn't know what he is doing, he won't do anything. When he came to my mother, she gave him advice. You must persevere. You get to the highest level of what you have chosen to do. You must work hard. Don't worry about others. Whenever he had a particular problem, he came to my mother. For example, when he needed money, he went to her. That's how we knew each other. At first, I considered him mad. He often came and explained what he was doing to my mother. When he was leaving, he teased her. That your fellow, he is mad. I have the impression that he has lost his head. But at the same time, when there is a problem between us and the family, he was the only one who could solve it. It was enough for him to come and sit with my mother or the person concerned and talk to them. He succeeded in reconciling the family. In any case, he was like a peacemaker.